Mes salutations et soyez la bienvenue. Jules César est vivant, ou du moins son héritage politique, le césarisme, est vivant. Le césarisme, oublié durant plus d'un millénaire, a refait son apparition par l'intermédiaire d'illustres personnages politiques, notamment français, tels que Napoléon Bonaparte. Et il continue au XXIe siècle d'engendrer des dirigeants puissants à travers le monde. Pour comprendre le césarisme, rappelons-nous d'abord le contexte antique qui l'a vu émerger. Pour cela, retournons plus de 2000 ans en arrière, lorsque la République romaine dirigeait d'une main de fer une grande partie du monde connu. Un demi-siècle avant Jésus-Christ, la République romaine domine l'ensemble du pourtour méditerranéen. Le cœur du pouvoir se trouve au Sénat, à Rome, partagé entre quelques centaines de richissimes patriciens dirigeant plusieurs millions d'âmes. La République ressemble à s'y méprendre à une oligarchie. Cependant, restons concentrés et intéressons-nous particulièrement à l'un de ces patriciens, Caius Julius César. Lorsque la République est en grand danger, par exemple si une force ennemie importante envahit le territoire ou qu'une guerre civile menace, les sénateurs ont la possibilité de nommer l'un d'entre eux dictateur. Ce titre de dictateur de Rome permet à celui qui le reçoit d'obtenir les pleins pouvoirs juridiques et militaires afin de contrer la menace qui pèse sur la République. Dans le but d'éviter tout abus de pouvoir, cette dictature exceptionnelle a une durée limitée, de quelques mois ou jusqu'à résolution du conflit. Puis les sénateurs reprennent la main et la République est ainsi sauvegardée. Mais Jules César souhaite accomplir son ambition pour Rome et le titre de dictateur lui servira de prétexte. Ayant déjà été élu à la tête du Sénat en tant que consul, auréolé de ses gloires militaires, allié à la puissante province d'Égypte et surtout à sa reine Cléopâtre, puis soutenu par une très grande partie de la population romaine, Jules César souhaite obtenir le titre de dictateur à vie, un affront que les sénateurs verront naturellement comme le vol pur et simple de leur pouvoir et surtout de leurs intérêts. Nous savons comment cela s'est terminé pour Jules César, qui quitta ce monde perforé par 23 coups de poignard au sein même du lieu sacré du pouvoir romain, le Sénat. Alors, Jules César est-il toujours vivant? Dans les esprits, oui, car son héritage politique a bel et bien survécu jusqu'à nous par le biais d'illustres personnages. Vous verrez qu'à travers le temps, le césarisme a pris racine dans certains pays parmi les plus puissants au monde, parmi lesquels on peut compter la France. Alors, quelle est la définition du césarisme? En quelques mots, le césarisme représente un régime politique autoritaire, tenu entre les mains d'un seul homme, mais avec l'accord plein et entier de la population. Le césarisme, c'est en somme une monarchie soutenue par le peuple. Nous avons là affaire à une dichotomie. Depuis quand un peuple libre, principalement s'il a connu les dérives injustes de la monarchie, souhaiterait volontairement laisser le pouvoir le plus absolu aux mains d'un seul personnage? Pour comprendre, revenons aux origines de ce système politique, au contexte qui firent de César le dernier des dictateurs romains. À la suite de ses conquêtes victorieuses en Gaule, César jouit d'une immense popularité auprès de ses soldats et des citoyens romains. Homme ambitieux qui souhaite voir son nom gravé dans le marbre de l'histoire, César sait que la République n'est plus ce qu'elle était. Il sait également que l'extension des frontières romaines ne peuvent plus être correctement gérées par une assemblée d'épicuriens en toge trop éloignés de l'action sur le terrain et seulement intéressés par leur propre confort. De fait, César sait qu'il bénéficie d'un soutien populaire immense pour prendre le pouvoir. Mais face à lui se trouve Pompée, vainqueur d'une sédition en Espagne et qui mit fin à la révolte des esclaves de Spartacus. Ainsi, le principal rival de César jouit d'une excellente réputation et il a également le soutien du Sénat. Mais la surprise est totale lorsque, revenant victorieux de la Gaule, César arrive à Rome avec son armée, ce qui était formellement interdit par la loi. Pompée et ses soutiens sont pris de court et fuient la capitale. S'ensuivront des années de guerre civile entre les deux grands généraux,
dont Jules César sortira vainqueur grâce à l'aide de l'Égypte. Le général se présentera auprès du peuple comme celui qui aura ramené la paix, comme celui qui aura agrandi les frontières de Rome et qui permit à ses soldats d'obtenir des terres et des richesses importantes. Les seuls qui ne semblent pas enjoués par l'arrivée au pouvoir de ce géant sont évidemment ceux qui ont le plus à perdre, les sénateurs. La suite, vous la connaissez déjà. Mais la mort du dictateur, qui avait pour but de sauver la République, servira de terreau pour la création de l'Empire par Auguste, qui n'est ni plus ni moins que l'héritier politique de Jules César. C'est donc dans les périodes de grande crise que le césarisme peut se développer. Lorsqu'un pays, une nation se trouve en pleine guerre civile, au bord de l'effondrement, alors l'arrivée d'une figure providentielle, dotée d'un caractère et d'un charisme solide, porteuse d'une vision pour son pays et bénéficiant d'un soutien populaire très important, cette figure émergente, c'est le césarisme. Par la suite, l'homme qui se retrouve au sommet du pouvoir ne légitimera ses actions que par un seul moyen, le plébiscite populaire, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le référendum. Dans un régime césariste, les décisions sont centralisées. Les pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires, médiatiques et de nos jours Internet, sont concentrés entre quelques mains. Les représentants du peuple n'ont que peu de pouvoir et servent principalement de cadre administratif. Enfin, l'opposition politique joue un rôle, mais reste très minoritaire et n'est en aucun cas gênante. Comme vous vous en doutez, de tels régimes existent toujours aujourd'hui. J'imagine que quelques exemples vous viennent en tête, mais nous y reviendrons plus tard. Regardons d'abord en arrière dans notre histoire nationale et concentrons-nous plus précisément sur les lendemains de la Révolution. Dans les années 1790, la France, et tout particulièrement Paris, baigne dans la terreur. Les élites et une partie du peuple souhaitent un rapide retour au calme, le rétablissement de l'ordre public tout en conservant les acquis de la Révolution. Pour cela, des penseurs tels que l'abbé Sieyès cherchent à trouver un leader charismatique afin que l'armée puisse calmer la population, s'il le faut, en usant de violence. Plusieurs généraux sont pressentis, comme Hoche ou Joubert. Mais le destin les rappelle et c'est finalement le jeune Napoléon Bonaparte qui est choisi, en raison de son charisme et surtout de ses victoires à Toulon et en Italie, ainsi que sa réussite lors de la répression des royalistes de Paris. Genoux terre. En position. Feu. À mitraille. Feu. Quel horrible carnage. Je sais, Murat, mais les canons sont faits pour ça, pour la guerre. La guerre. Dans les rues de Paris, contre le peuple français. Les royalistes accoquinés aux ennemis de la nation. Il y a 40 vaisseaux anglais devant Brest. 40 000 Autrichiens aux portes de Strasbourg. Qui attendent que la République soit renversée pour déferler sur la France. Et moi, je suis un général de la République. Et je ne le permettrai pas. Le jeune général d'artillerie, avec le soutien de certaines élites et d'une partie de la population, provoque le coup d'État du 18 Brumaire, soit le 9 novembre 1799. S'ensuivra la rédaction d'une nouvelle constitution, dont le modèle final permettra à Napoléon d'exercer un immense pouvoir, jusqu'à devenir empereur des Français. Cette ascension de Bonaparte, aussi rapide que populaire, est à l'image de l'ascension de son illustre exemple Jules César. César à qui Napoléon rendra hommage à travers bien des symboles, jusqu'à créer même le bonapartisme dont je parlerai dans un prochain audio. Ainsi, le socle du césarisme, c'est le chaos. Un chaos dans lequel un pays se trouve plongé. Et c'est sur ce socle que pourra s'appuyer une forte personnalité qui s'élèvera sur les marges de ces différentes victoires, le plus souvent militaires. Des victoires qui, évidemment, feront des victimes dans la population, mais des victoires qui amèneront une stabilité, un ordre réclamé par une écrasante partie de la population souhaitant retrouver la paix, au prix peut-être d'une restriction de ses libertés. À la suite du règne de Napoléon Ier, c'est la restauration de la monarchie, puis la Seconde République. Et lorsque Napoléon III, à la suite d'un coup d'État, parviendra au sommet du pouvoir, il s'inspirera des idées de son ascendant, mais il n'obtiendra jamais la pleine légitimité populaire. Aussi, Napoléon III décide-t-il d'unir les Français contre un ennemi commun,
la Prusse. Seulement, les défaites successives feront sombrer le Second Empire et le césarisme dans l'oubli. Bien plus tard, dans l'Italie des années 1920, un jeune politicien ambitieux tient à réunifier son pays au sein d'un mouvement inspiré de la Rome antique et bâti sur sa seule image. Il sera le créateur du mouvement fasciste et son nom résonnera à travers les horreurs du XXe siècle, Benito Mussolini. Ce dernier s'inspirait beaucoup de la légende du général romain de jadis. Pour Mussolini, César était le nom qui permit un regain de puissance de Rome et il entendait bien jouer sur ça. Toutefois, contrairement à César, aimé d'une grande partie de sa population, Mussolini et le mouvement fasciste comptent bien imposer leur vision à toute l'Italie sans prendre en compte les divergences d'opinion, dans le contexte d'un État total, quitte à perdre le soutien d'une grande partie de ses citoyens. Et comme pour ses prédécesseurs, ce seront les défaites militaires successives qui auront raison du mouvement fasciste et de son fondateur, livré à la colère de la foule. Alors le césarisme a-t-il toujours sa place au XXIe siècle? Eh bien, il suffit de regarder l'actualité pour s'en rendre compte. Il y a quelques jours, le dirigeant d'une immense fédération, déjà à la tête du pouvoir depuis plus de 20 ans, a signé un décret lui permettant de conserver sa place jusqu'en 2036. Nous verrons ce qu'il en adviendra. Ainsi, le président russe Vladimir Poutine est l'un des meilleurs exemples de césarisme. Arrivé au pouvoir à la suite de la démission de Boris Eltsine, l'éclatement de l'URSS et la spoliation des entreprises du pays par les oligarques ont ruiné la Russie. C'est donc le chaos, un terrain propice sur lequel Poutine agira, mettant en place une série de réformes qui lui permettront d'avoir l'ascendant sur les oligarques, de réunifier les habitants autour d'un leader, lui-même, et de redonner à la Russie une place d'importance en termes géopolitiques. Comme on le sait, des victoires militaires permettent aux dirigeants césaristes de maintenir son pouvoir. Poutine excellera également dans ce domaine avec plusieurs interventions. La Tchétchénie en 2000, la Géorgie en 2008, la Crimée en 2014 et l'accord sur un cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020. En 2021, d'autres dirigeants sont considérés comme héritiers du césarisme, tels Viktor Orban pour la Hongrie ou Recep Tayyip Erdogan pour la Turquie. En France, nombreux sont les politiciens et les politologues à voir dans les présidents Emmanuel Macron une sorte de césarisme jupitérien. Et cela se tient, car il semblerait que le président français élu en 2017 tienne à concentrer une grande partie des décisions, parfois au mépris du débat parlementaire. Comme nous le rappellent régulièrement les médias, qu'il soit mainstream ou indépendant, Emmanuel Macron tiendrait à prendre en main l'ensemble des décisions gouvernementales, en entente avec différents conseils et commissions, mais en ne laissant que très peu de manœuvres aux députés, aux préfets, aux sénateurs et aux mairies. Ce qui amène à ces derniers à devoir adapter les décisions et les actions sur le terrain, décidées la veille pour le lendemain. Et cette situation s'est exacerbée tout particulièrement depuis l'apparition de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Toutefois, si Macron semble être césariste dans sa fonction, il ne l'est pas au sens large du terme. Il a certes créé la surprise en 2017, mais il n'a pas emporté de plein soutien populaire. Et depuis son élection, il n'est jamais parvenu à faire l'unanimité, provoquant même une révolte massive de citoyens, le soulèvement des Gilets jaunes, auquel il répondra par un grand débat national, aux effets plus que limités. D'ailleurs, le mouvement En Marche, impulsé par le candidat devenu président, ne semble pas tenir sur des fondations idéologiques solides, appliquant des lois souvent néfastes envers la société civile, favorisant les plus fortunés au détriment des classes moyennes et populaires, et répondant aux manifestations par un usage excessif de la violence légitime à travers la répression policière. Mais intéressons-nous pour finir au plus grand défaut du césarisme, la continuité. Comme vous le savez maintenant, le césarisme apparaît et évolue sur les épaules d'une personnalité forte et solide qui assure une certaine stabilité au pays et donc son développement. Toutefois, cette solidité nécessite une présence constante de celui qui la maintient. Donc lorsque le pouvoir césariste vacille, il n'a que deux solutions. Soit le dirigeant déchu trouve un héritier à qui transmettre son pouvoir, et tant qu'à faire un héritier ayant le soutien de la majorité des citoyens, ce qui reviendrait presque à recréer une dynastie, soit la transition se fait vers une démocratie qui, si elle n'est pas assez unie, assez forte, peut potentiellement démanteler toute l'unité créée par la figure césariste et amener à une nouvelle période de chaos. C'est exactement ce que disait le sociologue Max Weber à propos de la République de Weimar, il s'agit d'une république sans tête.
En conclusion, le césarisme est une forme de dictature, mais qui s'applique avec le plein soutien du peuple. La paix et le développement économique en sont le moteur, mais au détriment de la diversité des opinions politiques et donc une certaine restriction des libertés. Et le césarisme ne dure que le temps de maintien au pouvoir de l'homme césariste, dont la suite peut prendre des tournures plus libertaires ou au contraire beaucoup plus tyranniques. J'espère que cet audio vous aura aidé à mieux comprendre le concept politique du césarisme, concept que j'aborde dans ma vidéo sur l'ochlocratie à propos des élections présidentielles de 2022. Merci de m'avoir écouté, en attendant la prochaine, je vous souhaite d'excellentes lectures, et n'oubliez jamais, le savoir, ça se partage.